parmi mes objets de recherche, c'est vrai que initialement, c'est le droit du travail qui a occupé la belle part. Je dirais même l'essentiel du champ. J'y ai consacré un certain nombre d'ouvrages, une histoire, etc., une présentation générale du droit du travail, à ma sauce, c'est-à-dire avec le souci toujours de contextualiser le droit, d'expliquer pourquoi, à tel moment, on a mis en place tel dispositif, etc., etc. Et puis est venu un moment où je me suis avisé qu'au fond, j'avais un peu négligé le travail. Et je m'y suis mis. Je me suis donc mis au travail pour réfléchir sur cette notion qui était au cœur, mais comme un point aveugle finalement, au cœur de mon champ de recherche. Voilà. Et ceci a donné un petit livre et puis pas mal d'interventions, ça et là. Voilà. Alors ce qui me frappe et dont je partirai, c'est que, en effet, le travail a fait un retour très puissant dans le débat social, dans le débat politique, après toute une période qui était plutôt centrée sur l'emploi. On parlait des emplois, de l'évolution, leur évolution, etc. Mais le travail était marginalisé comme champ de questionnement. Je crois qu'il y a eu un certain nombre de facteurs qui ont contribué à ce retour du travail, et je parlerai même de retour en grâce du travail, on le verra tout à l'heure. Parmi ces facteurs, il y a d'une part sa métamorphose profonde, avec bien sûr le développement exponentiel, pourrait-on dire, du secteur du tertiaire et même aujourd'hui du quaternaire, toutes les relations à la personne, etc. Et puis, il y a eu aussi la prise de conscience des nouveaux risques qui accompagnaient ce développement, cette mutation, avec les risques psychosociaux, avec le harcèlement moral, etc. Et puis aussi, comme questionnement, le rapport des jeunes générations au travail, dont on dit volontiers eh bien, qu'ils seraient plutôt du genre flemmardisant, et se désintéressant du travail. J'essaierai tout à l'heure de montrer que c'est une idée admise et c'est une idée reçue qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Voilà. Et puis, il y a eu le dossier des retraites, comme vous le rappeliez à l'instant, Jean-Robert. Et puis le thème important, bien sûr, plus générique, de la souffrance au travail, qui a fait émergence, disons, dans les années, globalement, les années 2000, avec le travail pionnier de Christophe Dejour et d'un certain nombre de médecins du travail qui ont mis au jour, précisément, la question de la charge mentale, de la charge de travail, de la charge mentale. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, illustration de cette souffrance au travail, 48% des salariés se disent en détresse psychologique. 48%, cela selon un sondage Opinionway de novembre de ce mois-ci. Il faudrait ajouter parmi les facteurs qui ont aussi influé sur l'évolution de cette question la crise du Covid, bien sûr, qui a introduit une nouvelle donne. Voilà. Alors, on peut dire que la question du travail fut longtemps un impensé politique. Et j'emprunte l'expression à Laurent Berger. Cet impensé politique qui faisait succession à toute une période très optimiste où on pensait la société sur le point de s'émanciper complètement du travail. Et voici là affiché, oui ça s'affiche, le livre éponyme de Rifkin sur la fin du travail et qui accompagnait le livre de Dominique Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition.
Aznar, qui est venu à la liberté d'esprit dans les années 90, le travail c'est fini et c'est une bonne nouvelle. Voilà, on a vécu pendant quelques années dans l'espoir et assez largement dans l'illusion de la fin du travail. Et il a fallu quelques temps avant qu'on se réveille un peu pour s'apercevoir que le travail était toujours là, bien présent dans la société, dans une fonction de cohérence, de mise en cohérence. Récemment, le Monde organisait un prix, le prix Penser le travail, et les étudiants de Sciences Po, qui étaient invités à se prononcer, avaient à choisir entre 85 livres sur le travail. 85 livres, c'est-à-dire la production pratiquement d'une année, ce qui dit bien la puissance de ce retour du travail. Je pourrais donner encore cette semaine, la semaine dernière, il est énervant celui-là, il va falloir faire quelque chose. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Et vous n'avez pas une pince à linge, s'il vous plaît? Non, pas sur moi. Voilà. La semaine dernière est sorti aux presses de Sciences Po un ouvrage dirigé par Bruno Palier, qui est l'un des meilleurs spécialistes de la politique sociale, mais plutôt sur le versant protection, sécurité sociale, etc. Et cet ouvrage s'intitule « Que sait-on du travail ?» Un nouvel ouvrage de 600 pages, donc une interrogation à nouveau frais sur la teneur, la réalité, la place de cette dimension centrale de la vie sociale. Voilà. Alors, et puis on pourrait citer bien sûr Laurent Berger qui vient de sortir il y a quelques mois, un petit livre dont je vous conseille la lecture qui est très bien, comme toujours ce qu'il écrit, intitulé « Du mépris à la colère », et qui est tout entier consacré à une réflexion sur le travail dans sa configuration actuelle. Voilà. Alors, pour aborder le problème, je vais commencer par un chaud-froid. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'idée que le travail a de la valeur, que l'on redécouvre aujourd'hui, et qu'il fait sens, et qu'il se porte au fond, dans l'imaginaire en tout cas, plus que dans la réalité, plutôt bien. Il reprend, pourrait-on dire, des couleurs, y compris dans la génération des millennials, c'est-à-dire la génération Y ou Y et la génération Z des années 90 à 2000, 2000 et un peu au-delà. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que le travail se porte mal comme emploi. Il se porte mal, l'emploi est exposé à une double crise, à la fois quantitative et qualitative, nonobstant les chiffres du chômage qui indiquent une situation améliorée, mais qui est en train effectivement de se dégrader tranquillement. Alors je reprends ce double constat. D'abord, la valeur travail se porte plutôt bien, et ceci est démontré par les sondages qui montrent, je cite, une impressionnante progression de la valeur travail depuis le début de la décennie 2000-2010. 74% se déclaraient en 2015 heureux ou très heureux du travail et au travail. Et un sondage d'OpinionWay de février 2023, donc tout récent, atteste aussi de l'importance du travail pour 72% des interrogés. Oui, le travail est important. Et voici quelques images qui illustrent, images 7, 8, extrait du Monde, la valeur travail épargnée par la crise.
ici également de Rechef, Le Monde, la valeur travail. Ah, mais c'est le même. Excusez-moi. Non, non, c'est ça, celui-ci plutôt que je voulais montrer. Le retour de la valeur travail autour d'un livre, la richesse, la valeur, etc. Je ne vois plus quel était l'auteur. Voilà. Donc, la valeur travail se porte plutôt bien et ce travail mérite, vous pouvez faire quelque chose, d'être abordé. Non, vous n'avez pas quelque chose pour... autour, l'étranglement, d'accord. C'est pas mieux comme ça, de l'autre côté, peut-être. Non, ça va pas mieux. Oh, voilà, derrière l'oreille. Ah, voilà. Voilà. Merci. À vous, monsieur Couvré. Merci. Ce qui veut dire que le travail mérite d'être abordé autrement que par son seul versant négatif, comme on l'a trop longtemps fait. Le travail aliénation, le travail douleur, le travail souffrance, c'est cela, bien sûr. Il ne s'agit pas de le contester, ce n'est pas l'inspection du travail qui va le contester, mais ce n'est pas que ça. Et aujourd'hui, on redécouvre en somme à nouveau frais le versant, disons, l'adret, le versant ensoleillé en somme du travail, au-delà de l'aspect destructeur. Alors, voici ce que disait il y a une quinzaine d'années François Chérec, qui fut le secrétaire général de la CFDT, et trop tôt disparu, emporté par une maladie. N'ai-je pas, écrivait-il, une vision de leur situation, la situation des salariés, plus négative que ces salariés, en l'occurrence des femmes, elles-mêmes. C'est une leçon de vie pour un syndicaliste comme moi, parfois enclin à noircir le tableau. Et un autre responsable sélétiste, au même moment, soulignait que dans notre projet, le travail n'est pas seulement envisagé sous son aspect de contrainte, de source de mal-être et de souffrance, nous voulons aussi le traiter dans sa dimension positive, au travers d'une visite, positive, au travers des satisfactions qu'il peut apporter. Bon. Donc une sorte de reconsidération positivante, pour nature, du travail, et c'est également ce que dira Laurent Berger, qui a d'ailleurs préfacé la 4e édition de mon Histoire du droit du travail, du silence à la parole, et il écrit ceci: dès que je suis arrivé dans une entreprise, j'ai demandé « Alors, quels sont vos problèmes ici ?» Et les gens m'ont rétorqué « Mais pourquoi voulez-vous qu'on ait des problèmes ?» Cet épisode m'a servi de leçon. Voir le travail avant tout comme un problème, c'est en proposer une lecture biaisée. Mieux vaut l'aborder comme un outil d'émancipation et de reconnaissance aussi. Voilà. Autrement dit, il ne s'agit pas, encore une fois, de dénier la dimension éventuellement altérante et parfois destructrice de ce travail. Et pourtant, la France, paradoxalement, se situe au dernier rang des pays de l'OCDE du point de vue de la satisfaction. Comme si les Français étaient heureux au travail, mais non satisfaits. Et c'est une manière de dire, nous faisons crédit au travail, mais sa réalité nous déçoit. Et au fond, ce point de vue paradoxal s'expliquerait par un attachement à la valeur travail plus fort dans notre pays qu'à l'étranger, y compris en Allemagne et dans les pays scandinaves qui sont pourtant, qui passent pour accros à cette réalité. Plus on se fait une perception idéale, une représentation idéale du travail, et plus la réalité a des chances d'être en décalé et fatalement de décevoir. Donc ceci explique assez largement
cela et on n'est pas étonné de découvrir qu'une majorité, 74%, souhaite la diminution de la part du travail dans l'existence. Les mêmes, d'une certaine façon, qui disent le travail c'est important, mais on aimerait bien qu'il se cantonne un peu plus dans l'existence. Voilà. Alors, c'est une situation qui mérite quelques explications. Mais dans le même temps, le travail se trouve exposé à une double crise. La première crise est d'ordre quantitatif. Elle tient à la probabilité de fonte accélérée de l'emploi du fait de la vague numérique qui est engagée, qui déferle depuis déjà une bonne décennie et plus, mais qui a quelques chances ou quelques risques de connaître une amplification. Je rappelle qu'en 2013, les économistes d'Oxford aux États-Unis avaient estimé à 40-50% les emplois directement menacés par les logiciels et algorithmes. 40-50% des emplois menacés. Bruno Teboul, qui est un économiste du travail, disait « La vague d'automatisation qui s'annonce sera un véritable tsunami ». C'est le titre d'ailleurs qui a été retenu, que j'avais retenu dans un récent papier d'Ouest France, un point de vue, le mot de tsunami y figurait. Et tout récemment, plus récemment, la banque Goldman Sachs a évalué à 300 millions le nombre des emplois appelés à disparaître dans le monde, du fait de l'intelligence artificielle. Ce qui représente un séisme de grande amplitude qui peut toucher parmi les métiers les plus menacés les employés de banque, d'assurance, la comptabilité, les comptables, les caissiers des libres-services, les journalistes, les avocats, etc. Et quantité d'experts dont on n'aura plus nécessairement besoin. L'intelligence artificielle sera censée faire le boulot, ce qui a amené Elon Musk à conclure avec l'IA, on ne travaillera plus, sauf à le vouloir. Autrement dit, il faudra un certain nombre de masos pour continuer à travailler, les autres pourront s'adonner à leur humeur papillonne, comme disait au 19e Fourier. Voilà. Alors la question aujourd'hui est de savoir si la fameuse théorie du déversement de Schumpeter et de Sauvy va trouver lieu de s'appliquer. Est-ce qu'on va passer du tertiaire au quaternaire avec un développement substantiel des métiers relationnels? Ce n'est pas certain, mais on ne sait pas très franchement ce que l'avenir nous réserve. À titre indicatif, aucun des 10 métiers les plus recherchés en 2010, aucun de ces métiers n'existait en 2003. C'est-à-dire les possibilités qui s'offrent à ce développement tout à fait nouveau. Ces métiers, c'était les ingénieurs en IA, précisément, les analyses de données, les spécialistes en cybersécurité, les biotechnologistes, etc. On ne savait pas. Donc, dans les années qui viennent, il y a quelques chances, quelques espoirs de voir apparaître SRAS dans les mêmes proportions que ceux qui sont supprimés. C'est une question. Ça, c'est le premier point de cette crise quantitative. Mais il y a plus sérieux, d'une certaine façon, et qui tient à une crise qualitative, une crise de légitimité. Crise de légitimité en particulier chez les jeunes, et qui est bien cernée dans une enquête du magazine de la CFDT du mois d'avril dernier, où on pouvait lire ceci: il y a eu comme une relativisation de la place du travail qui a perdu sa dimension sacrificielle. Le travail n'apparaît plus comme un élément central de l'existence.
nombre de jeunes choisissent de prendre leur distance avec le monde du travail de leurs parents qui n'a pas tenu ses promesses de progrès social. D'où les phénomènes de désengagement du travail, les phénomènes dits de quiet quitting, la dimension silencieuse, la démission silencieuse. On a décompté pour le premier trimestre 2022 523 000 démissions en France. Autrement dit, il y a une mobilité aujourd'hui beaucoup plus forte, un turnover qui est lié assez largement à ce nouveau rapport au travail. Et tout à l'heure, je reviendrai sur les exigences des jeunes. Si bien qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, la jeune génération en particulier a un discours du type « je t'aime, moi non plus ». On aime le travail, on y croit, c'est une réalité qui a de la valeur. Je ne dis pas que ce soit une valeur, mais c'est une réalité qui a de la valeur, et pourtant, on s'en tient à distance et on veut le maintenir à distance. Ce qui se manifeste par de nouvelles exigences vis-à-vis de l'emploi, exigences qui sont en lien avec une immense attente, dit MEDA, immense attente dans le travail, immense attente vis-à-vis de l'entreprise, avec les phénomènes qu'on a connus de ces étudiants d'agrotech, des étudiants de polytechnique, souvent extrêmement titrés, bien entendu, et qui décident de renoncer, de refuser la carrière qui leur est offerte au profit de choix beaucoup plus personnels, au motif que les entreprises qu'on leur propose ne satisferont pas aux exigences de conformité à l'environnement, de respect de l'environnement, etc., ou des considérations d'ordre plus éthique, etc., comme la responsabilité sociale, disons, de manière assez générale. Voilà. Donc, et de surcroît, ces jeunes aujourd'hui recherchent à toute force un meilleur compromis entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Là, on peut voir cette évolution avec un effet grossissant et que nous concerne tous en voyant le changement de comportement des médecins. Les médecins qui, il y a encore 10-15 ans, donnaient l'impression d'être complètement dévoués à leur métier, etc., et qui le sont toujours aujourd'hui d'ailleurs, il n'empêche, mais qui ont décidé, après tout, de s'aligner sur la norme commune en travaillant raisonnablement autour de 40 à 45 heures par semaine. On va pas aller aux 35 heures, mais certains se fixent la limite des 35 heures. C'est un changement tout à fait significatif. Voilà. D'où l'urgence de se préoccuper plus que jamais aujourd'hui de ce qu'on appelle la QVT, c'est-à-dire la qualité de vie au travail. Qualité de vie dans le sillage d'un grand accord interprofessionnel de 2013. Voilà. Alors, dans ce contexte de mutation, il s'agit de comprendre les enjeux, en somme, de la révolution silencieuse du travail qui relance le débat sur sa place et son rôle dans l'existence individuelle et collective. Et pour l'aborder, j'envisagerai le problème sous 3 angles. D'abord, sous son aspect anthropologique, les fonctions du travail, avec la question « Pourquoi demeurons-nous aujourd'hui attachés à ce travail ?» Qu'est-ce qui explique que, en dépit de la réserve des jeunes générations, eh bien, il reste comme un pilier central dans l'existence. Première question. Pourquoi sommes-nous encore labo-dépendants? Deuxième question, elle concernera plus l'aspect socio-technique, à savoir les modalités du travail. Et le troisième aspect concernera la dimension socio-juridique du travail, c'est-à-dire son statut, avec là aussi des évolutions tout à fait considérables, avec en particulier la promotion du travail indépendant. Aujourd'hui, le travail salarié n'est plus le rêve de cocagne, c'est le travail indépendant, quelles que soient les formes, auto-entrepreneur, etc., etc. Voilà.
Donc, premier point, la dimension anthropologique du travail. Alors, ici, je parle, évidemment, vous l'avez compris, du travail contraint. Je ne dirais pas le travail forcé, c'est le travail contraint. Celui qu'on va pourquoi justement? Pourquoi va-t-on travailler, au fond? Parce qu'il y a toute une part de travail non contraint. C'est tout le travail qu'on réalise dans le temps dit des loisirs. Je passe la vie familiale, la vie personnelle, évidemment, on travaille beaucoup. Et même dans les loisirs, moi je suis très impressionné de voir le travail déployé par les gens qui vont faire leur footing le dimanche matin, etc., qui suent sang et eau, qui se défoncent littéralement, qui souffrent, mais qui supportent ça avec beaucoup d'alacrité. Et ça m'impressionne. Ils sont en plein travail. Un travail, quand vous avez 50 mètres de haies de votre jardin à tailler, c'est un travail à part entière. Voilà. Mais ce n'est pas un travail contraint par autrui. Mais il est un peu contraint par la nature, quand même en ce qui concerne, en tout cas, la seconde illustration. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce travail contraint qui prend généralement la forme du travail salarié à très large dominante encore aujourd'hui. Alors, quelles sont les raisons qu'on peut imaginer, qu'on peut invoquer? Alors, je vais passer assez vite. Il y a beaucoup à dire là-dessus. La première raison est, pourrait-on dire, économico-sociale. On travaille parce qu'il le faut, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Un travail, c'est comme on disait autrefois, le gagne-pain. C'est une belle expression. C'est le gagne-pain. Bon, très bien. Il faut rappeler d'ailleurs que le salaire, ça vient du sel. Le sel, c'est la racine du mot salaire. Parce que les Romains étaient payés en sel pour une part de la rémunération. Voilà. Oui, bien sûr. Mais lorsqu'on pose aux gens la question, si vous aviez suffisamment d'argent pour bien vivre, continueriez-vous à travailler? Question révélatrice. Vous avez gagné au loto, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il y a un peu moins de 10 ans, 47%, 47,5% répondaient oui, je continuerai à travailler. 14% demeuraient hésitants, ce qui nous mène à 60%. Donc, il y a 40% des gens qui diraient « Ah non, à ce moment-là, on met en œuvre les conseils de Paul Lafargue dans le droit à la paresse, on se met les pieds en éventail et on ne travaille plus. » Voilà. Ok. Mais plus étonnant, la question vient d'être posée dans le cadre d'une enquête Harris au mois d'octobre, là. Et 77% des moins de 30 ans répondent positivement. Nous continuerions à travailler. Vous voyez, c'est des résultats qui sont un peu renversants compte tenu du profil dominant de cette génération. Eh bien non, on continuerait à travailler. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas pour gagner de l'argent, ils en ont assez. C'est l'hypothèse de part, de base, le présupposé. Eh bien, il faut continuer la deuxième raison sur le terrain anthropologique, où le travail, finalement, contraint, se dévoile comme un langage qui permet à chacun d'exprimer une part de son être propre à travers le déploiement de l'énergie physique, intellectuelle, mentale, morale, spirituelle, etc., dans un effort de transformation de la réalité. Mais évidemment, vous me direz, c'est très bien ça, mais il y a des travaux qui se prêtent à cette expression, puisqu'ils ont pour horizon la constitution d'une œuvre, la réalisation d'une œuvre, même si c'est une baguette de pain, une belle baguette de pain, c'est une œuvre.
Un poisson bien apprêté, bien paré, c'est une œuvre. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité d'entrer dans la logique de l'œuvre, à en parler, et pour qui le travail, c'est toujours un pinceau. Le travail, c'est une contrainte. Alors, cette distinction qui est centrale dans la réflexion d'Hannah Arendt, dans sa condition de l'homme moderne, travail et œuvre, est une distinction indubitablement intéressante, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'un des grands axes d'une politique de l'emploi, au niveau général, mais au niveau de chacune des entreprises, devrait consister à promouvoir une logique de l'œuvre précisément, ce qui suppose que chacun soit autorisé à s'impliquer dans son travail dans un cadre qui soit pour lui signifiant. C'est-à-dire qu'il ait conscience de sa contribution à l'ensemble que constitue l'entreprise. Voilà. Ça, c'est évident, tout doit être fait à cette fin. Et souvent, c'est vrai que dans les entreprises, je l'avais constaté déjà quand j'exerçais il y a plus de 30 ans, eh bien, les employeurs se battaient les flancs en disant « mais les salariés ne participent pas, on aimerait qu'ils participent, etc. » Et en fait, non, ils s'en foutent, c'est machin. Oui, mais je m'apercevais qu'il n'y avait pas vraiment de démarche participative leur permettant à ces salariés de croire à la crédibilité du choix de l'employeur, du choix stratégique et tactique de l'employeur, de les associer. Ce n'était pas crédible, ce n'était pas bien né. Donc, il y a là un effort tout à fait considérable à mener sur ce terrain. C'est l'importance d'une politique active du travail, politique active des conditions de travail et dans les administrations également, bien entendu. Et deuxième remarque à propos de cette distinction entre travail et œuvre, je remarquerai que l'intellectualisation croissante des tâches est plutôt propice au développement et à l'approfondissement de la logique d'œuvre. Et donc de l'implication dans l'activité. Mais tout ça, c'est un débat sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, à la différence du passé, le salarié, dans la plupart des cas, un nombre croissant de situations, le salarié ne peut pas penser son travail comme une tranche de sa vie, un rôle dans lequel il entre, dont il sort, et qui serait extérieur à lui, en somme. Un peu, et j'arrive dans l'entreprise, je vais à ma machine, et puis quand j'ai quitté ma machine, le travail, c'est fini. Non, le travail étant intellectualisé, chacun est par la force des choses appelé à s'impliquer, et pas simplement par l'intelligence, mais par tout son être personnel dans l'activité, et donc peut-être dans une œuvre. La troisième fonction est sociétale. Première fonction, donc, économique. Deuxième fonction, c'est la fonction anthropologique. La troisième fonction est sociétale. Et elle concerne la capacité de faire société par le travail selon une dynamique d'intégration. Et il ne fait pas de doute que le travail demeure aujourd'hui encore le grand intégrateur. On n'imagine pas à quel point le travail fait tenir la société. On peut dire que c'est largement le ciment de la société, le ciment le plus rustique d'une certaine façon, mais aussi le plus puissant et probablement le plus solide. Et s'il l'est, c'est parce qu'il est, au fond, un vecteur de reconnaissance. Reconnaissance, c'est-à-dire identification
d'autrui et donc de moi-même dans la fonction. Lorsque vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix, il faudra peut-être parler un peu dans un wagon de chemin de fer, par exemple, où il y a une panne, et puis bon, on va parler quand même avec les voisins. Quelle est la question que vous allez sans doute vous autoriser? Pour finir, d'où venez-vous, etc. Bon, ça c'est une question qui n'est pas trop indiscrète. Mais viendra probablement assez vite la question, directement, indirectement, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est une question qui est déjà plus indiscrète, mais qui n'est pas totalement indiscrète parce qu'elle ne porte pas uniquement sur la vie privée de l'intéressé. Elle porte sur sa vie privée, mais dans sa façade sociale. Et donc, on peut s'autoriser. Et quel est l'intérêt de poser cette question? C'est l'intérêt de se positionner mutuellement et d'engager éventuellement, bien sûr, la conversation, parce que là, les choses deviennent possibles. Mais aussi de se positionner, et selon la qualité de l'intervenant, vous serez peut-être très flatté. Vous avez voyagé avec le préfet du Finistère, vous n'avez pas reconnu, vous êtes contente, etc. Bon, chacun à sa place. Moi, vous direz pareil. Voilà. Et ça permet donc ce repérage, en somme, cette identification. C'est aussi un facteur de considération, puisque c'est le travail qui permet d'accéder encore aujourd'hui en plénitude au statut de citoyenneté plénière. Alors vous me direz, alors les chômeurs ne sont pas, bien sûr que si, mais ils le sont souvent sur le mode du vécu de manière formelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment de bénéficier d'une citoyenneté effective, d'une citoyenneté plénière. Il manque quelque chose d'important pour véritablement crédibiliser ce statut citoyen. Dans le monde du supplément du Monde qui est si mauvais habituellement, j'ai réussi à trouver un truc quand même intéressant. Un entretien avec Claire Marin, la philosophe, qui a beaucoup de succès aujourd'hui, et elle parlait d'un retraité, dit-elle, dont la vie s'est arrêtée le jour où il a cessé de travailler. Il avait l'impression d'être mort. Alors, c'est pas nouveau, on sait bien, c'est le syndrome des retraités, auquel d'ailleurs on essaie de parer dans les entreprises par un travail de préparation à la retraite, mais c'est très, très révélateur de la fonction identitaire du travail. Plus de travail, invisibilité. Invisibilité, le sentiment d'une sorte de destruction, de déconstruction, pourrait-on dire. Voilà. Et enfin, dans le rapport de soi à soi-même, le travail est un facteur d'estime de soi. Voilà, celui qui travaille peut se regarder plus facilement dans la glace que celui qui en est privé, même si, Dieu merci, les choses ont sensiblement évolué. Mais il y a 20-30 ans, le statut de chômeur était encore vécu sur un mode largement disqualifiant. Aujourd'hui, on a remis les choses en place, tout simplement parce qu'il n'est pas de famille aujourd'hui qui n'ait pas fait, à un titre ou à un autre, l'expérience du chômage. Voilà. Donc, le travail reste encore aujourd'hui important, sinon essentiel, pour la construction personnelle et pour la cohésion sociale. Ce qui ne permet pas d'en inférer qu'il serait tout dans l'existence, bien sûr. Je repense là à ce qu'on disait après-guerre. Après-guerre, je vais vous le montrer ici d'ailleurs, il y a eu tout un courant important qui défendait l'idée d'une civilisation du travail, une civilisation nouvelle fondée sur le travail. Et voici ce que ça donne. Voilà, civilisation du travail, civilisation du loisir, mais l'expression civilisation du travail est là.
Et c'est un concept, une idée qui a suscité une résistance assez forte, en particulier du côté de la revue Esprit, dont je suis très proche, et plus spécialement du côté du fondateur de la revue Esprit, Emmanuel Mounier. Et il se trouve que je préside l'association des amis d'Emmanuel Mounier et de son ami très proche, Paul Ricoeur. Et à l'époque, Mounier écrira « Le travail n'est pas en 1934, nous sommes en 1934, le travail n'est pas toute la vie, ni l'essentiel de la vie de l'homme. » C'était à l'époque un point de vue très décalé de la dominante, de la majorité. Très décalé. Voilà. Simplement, il disait l'essentiel de la vie de l'homme, le cœur en somme, le noyau dur, c'est la vie de l'âme, de l'intelligence et de l'amour. Le travail est important, mais il faut le mettre dans une position tout de même satellitaire. Satellitaire. Un gros satellite peut-être. Voilà. Deuxième point, premier point, je l'ai consacré donc à la place subsistante du travail aujourd'hui, et c'est les raisons qu'il explique partiellement. Deuxième point, les modalités du travail. Alors là, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Ici, je vois 3 mutations qui méritent d'être soulignées. D'abord, la personnalisation du travail. C'est un fait nouveau depuis une vingtaine, une trentaine d'années. La personnalisation, subjectivation du travail. Deuxième changement, l'autonomisation. Troisième changement, ce que j'appelle pompeusement la réticulation, c'est-à-dire la constitution du travail en réseau. La place des réseaux aujourd'hui dans le travail. Alors je voudrais faire quelques remarques à propos de chacun de ces 3 points-là. La personnalisation. Personnalisation, d'abord, on peut dire que ce mouvement de personnalisation coïncide avec l'estompage, disons, de la société industrielle. La société industrielle, c'était chacun à son poste. On parlait des postes. Bon, on faisait d'ailleurs du travail posté, etc. Poste. Avec l'avènement de la société post-industrielle, pour reprendre le mot d'Alain Touraine, qui avait préfacé un autre bouquin que j'ai écrit de présentation du droit du travail, Alain Touraine dit, dans la société post-industrielle, on assiste à ce qu'il appellera un peu plus tard le retour de l'acteur. Le retour de l'acteur, y compris de l'acteur salarié. Et cette évolution va prendre la forme de la prise au sérieux du facteur humain dans l'acte de travail. Du facteur humain, alors il y a là trois facteurs qui vont jouer de manière déterminante. Un facteur que je qualifie d'économico-technique, c'est-à-dire l'entrée dans ce qu'on appellera la société cognitive, la société pas du savoir, mais de l'intelligence plus sollicitée, encore que dans la société industrielle, l'intelligence était formidablement sollicitée. Et je pense ici à ce qu'écrit Matthew Crawford dans l'éloge du carburateur. Crawford dit voilà, j'ai quitté un think tank où j'étais machin, doctorat, tout le machin, tous les lauriers, et j'en avais marre. Et j'ai acheté un atelier de réparation des motos. Et dit-il, je me suis aperçu que je déployais beaucoup plus d'intelligence dans ce travail de réparation des motos que dans mes fonctions prétendument intellectuelles précédentes au sein du think tank, c'est-à-dire de ce club de réflexion, etc. etc. Bon, c'est dire que auparavant, l'ouvrier, à son poste de travail, faisait preuve de savoir-faire qu'il pouvait déployer avec beaucoup d'inventivité. Le second facteur, c'est le facteur culturel.
subjectivation, facteur culturel, à savoir l'entrée dans le monde de l'individu, l'accès au monde de l'individu en plénitude. Et le troisième, c'est un facteur politique, à savoir le souci de faire sa part à l'individu, dans le champ social et dans le champ politique. Et ceci, sur le plan qui nous intéresse, va prendre pour figure archétypique, pourrait-on dire, les lois Roux. C'est les lois Roux de 82 qui vont fixer en somme ce statut citoyen dans l'espace public. Alors, on a là affaire à une véritable révolution anthropologique, puisque jusqu'alors, dans le droit du travail, c'est-à-dire jusque dans les années 80-90, le droit du travail ne connaissait que le corps du salarié. Le salarié, c'était un corps à protéger, par tous les moyens, y compris contre lui-même. Il fallait tout faire pour éviter que la blessure, l'accident, la mort ne surviennent. Changement de ton à la fin des années 80, avec en particulier une directive européenne de 89, de juin 89, qui introduit pour la première fois la notion de droit à la santé au travail. Auparavant, c'était l'hygiène, la sécurité, la santé physique. Là, changement, la santé au travail. Et cette santé va inclure centralement la santé mentale, l'état psychologique, etc. Bref, le salarié est pour la première fois reconnu dans sa plénitude d'être personnel. Alors ça, c'est une véritable révolution, et ce à quoi aspiraient au lendemain de la guerre des gens comme George Friedman, le fondateur de la sociologie du travail en France, qui disait qu'il faut aller vers des réformes qui permettront à chacun d'être lui-même dans le travail et pas d'être simplement un rôle qui le dénature, etc. Bon. Et donc, cette directive va progressivement entrer dans les faits, en France avec une loi de 2001-2002, et qui change beaucoup de choses. Trois conséquences. La première, c'est le renforcement du désir d'accomplissement dans le travail. Travail dans lequel la personne est désormais engagée, impliquée, pourrait-on dire, de manière beaucoup plus personnelle que par le passé. Avec le risque d'une souffrance nouvelle, lorsque cette personne a le sentiment d'un travail inaccompli, d'un travail mal fait, dont elle est responsable, puisque c'est l'effet même de cette personnalisation du travail. Chacun est responsable de ce qu'il fait, désormais. Alors vous me direz, avant aussi, mais avant, il y avait le contremaître qui était là pour corriger au fur et à mesure ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, il y a une sorte d'inquiétude quant à la pertinence, la qualité, en somme, de la tâche accomplie. Le sentiment du travail mal fait. Et en vis-à-vis, la reconsidération de l'importance du travail bien fait. On n'entendait plus parler de ça depuis des décennies. Depuis le discours de Peggy sur sa mère, la rempailleuse de chaises, etc. Le travail bien fait, bon, il y avait le travail, et puis c'est tout. Non, aujourd'hui, il y a retour de cette considération. Et cette importance attachée au travail bien fait va se manifester en particulier sur le plan du salaire, la perception de la rémunération. Les salariés ont souvent
à 48% l'impression que leur rémunération n'est pas à la hauteur de leur travail, de la qualité de leur travail. Autrement dit, que la rémunération n'est pas la reconnaissance qu'ils espèrent de leur contribution à l'entreprise. C'est ça, c'est la dimension symbolique, en somme, de la rémunération du salaire là, qui importe. Désir d'accomplissement dans le travail, très important. Deuxième conséquence, la tendance du fait de cette personnalisation à la confusion entre les espaces personnels et professionnels. Dans toute la période industrielle, il y avait une séparation très nette. J'essaie de montrer dans mon histoire du droit du travail que, au fond, toute l'histoire du droit du travail, c'est l'histoire de l'enfermement des salariés, mais la clôture de l'entreprise sur elle-même qui devient étrangère à son environnement. Tout doit être fait pour tenir l'environnement à distance. Et d'ailleurs, on érige souvent des murs autour de l'entreprise, et des murs qui sont juridiques avec le règlement d'atelier, etc. Donc, il y avait une séparation très nette. On entrait au travail, on sortait du travail. Or, aujourd'hui, avec ce travail plus intellectualisé, plus personnalisé, quand vous sortez de l'entreprise, à supposer que vous ne soyez pas en télétravail 6 jours sur 6 ou 5 jours sur 6, eh bien, vous ne pouvez pas laisser votre travail derrière vous, il vous accompagne. Et tout ceci crée une situation de relative confusion à l'origine d'un certain nombre de manifestations, de revendications, et en particulier la revendication du droit à la déconnexion. Je sors du travail dans l'espace, à supposer que l'espace, encore une fois, puisse être délimité, foutez-moi la paix. Je ne veux plus en entendre parler, mais ça devient, encore une fois, de plus en plus compliqué. Troisième conséquence, c'est la décomposition des collectifs sous la poussée, disons, de l'individu roi, réputé roi aussi dans l'entreprise. Avec la conséquence que beaucoup de salariés souffrent de solitude et recherchent, lorsqu'ils sont dans un statut indépendant, donc ils ne sont plus salariés, recherchent à toute force des espaces de partage, coworking, etc., co-living, etc., les groupements d'indépendants, etc., qui existent aujourd'hui, mais partout, et les salariés, c'est pareil. Ce qui explique d'ailleurs que le télétravail se trouve aujourd'hui sa limite, non seulement du côté de l'entreprise, qui en mesure les inconvénients en termes d'efficacité, mais du côté des salariés aussi, à qui manque ce moment de partage avec la collectivité de travail. Ce qui pose ici la question de l'alliance nouvelle entre l'individu travailleur et le collectif. Et ici, je voudrais vous montrer quelque chose qui m'avait, dans le temps, c'est-à-dire au début des années 80, ah oui, il est en autoprotection. Voilà, merci. Ceci. Oh Dieu, qu'est-ce que c'est? Groupe ID. Groupe ID, et c'est un groupe qui a été constitué dans une entreprise de Quimperlé, je peux la désigner, l'entreprise Quaker France, qui fait des aliments pour chiens et chats, pour répondre à cette question absolument passionnante, comment éviter les pertes de produits au changement de formule, c'est-à-dire lorsqu'on passe des aliments pour chiens aux aliments pour chats et réciproquement. Comment éviter? Il y a des choses qui restent dans la machine, c'est une déperdition de matière, etc. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, là en l'occurrence, il n'y a que des hommes d'ailleurs,
pouvez-vous nous faire des suggestions? Alors, le groupe s'est mis au travail et avec un appareil statistique extrêmement élaboré et a remis ses conclusions. Remet ses conclusions avec à la clé 10 000 francs. On était encore sous le régime du franc. 10 000 francs d'économie par machine. Et il y avait 10 machines. Le PDG de l'entreprise est venu de Marseille pour les auditionner. Ils ont présenté le truc, voilà, etc. Je pense qu'ils ont eu une petite gratification au passage. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que j'y ai vu la nouvelle figure du social dans l'entreprise et ailleurs, sous la forme d'un social personnalisé, sinon hyper personnalisé. Les noms, vous voyez, apparaissent là. Et de surcroît, d'un social non pérenne, un social temporaire, pourrait-on dire, puisqu'ils se sont réunis pour mener cette mission, pour mener ce travail, et une fois que les conclusions étaient remises, c'était fini. Donc, vous voyez, tiens, mais il y a quelque chose là, il y a anguille sous roche, voilà une nouvelle figure, nouvelle configuration du social, un social personnel. Et peu de temps après, dans Le Monde, sort, c'est pas cette page, mais dans un même numéro, vous aviez 15 pages qui avaient été achetées par Air France, qui était à ce moment-là en conflit assez sérieux, et chacun de nous s'engage et demandait, ses salariés, et demandait qu'on reprenne l'activité dans l'entreprise, etc. Mais voilà, encore une fois, un visage du social assez étonnant, hyper personnalisé, avec des photos d'identité de chacun sur 15 pages. C'est-à-dire qu'il y avait là des milliers de salariés qui se trouvaient réunis sur un mode atomistique, pourrait-on dire, des individus les uns à côté des autres. Ah, vous me direz, mais quoi? Ben oui, mais c'est une innovation et qui pose centralement la question de la nature du social dans l'entreprise. Au lieu du grand social représenté par les syndicats, avec certaines forces cohésives, ici, on a un social qui s'appuie sur un émiettement, pourrait-on dire, du collectif de travail. Ce n'est pas une cohérence, ça, sinon très ponctuelle. Donc voilà, et ça c'est l'effet de la personnalisation, de la subjectivation. Deuxième, je cours, hein, parce que vous allez me dire, ben, il est temps de finir, on ne va pas passer la nuit quand même. Voilà, travail de nuit, très peu pour moi. Là, la seconde nouveauté sur le plan socio-technique, c'est l'autonomisation. Autonomisation. Ce qui constitue, encore une fois, un progrès. Les salariés, aujourd'hui, sont, puisqu'on les reconnaît comme individus, comme personnes, ils sont plus autonomes. En théorie. En théorie, mais plus autonomes. Et c'est un progrès. Mais, alors je vais à l'essentiel, avec le télétravail, n'en parlons pas. Quand les gens restent 3 jours, 4 jours chez eux, c'est pas la dominante. Hein. Télétravail aujourd'hui, c'est un peu moins de 2 jours. Un peu moins de 2 jours, 3 jours dans l'entreprise. Mais le problème, c'est que les entreprises n'ont plus la capacité de recevoir leurs salariés chez eux après la période de Covid. Parce qu'on a réduit les surfaces, etc. Je vois mon fils travaille à Paris dans l'Institut d'aménagement de la région Île-de-France et Valérie Pécresse, le staff de la région, a dit bon, et vous êtes là rue Falguière dans les anciens locaux du Monde. Non, non, c'est fini ça, la belle vie. Vous allez venir avec nous à Saint-Ouen. Ah bon. Mais et nos bureaux? Non, non, vous n'aurez plus de bureaux.
hein, vous serez en flexible, le flex bureau. Voilà, flex office, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Ben, vous irez poser votre ordi où il y aura une petite place là quelque part, etc. Elle dit, mais de quoi? Mais enfin, pour qui nous prend-on? Etc. Vous voyez, il y a des enjeux symboliques qui sont extrêmement forts dans tout ça. Donc, l'autonomie, très bien, je parlais du télétravail, là précisément, il n'a pas que un visage souriant, il soulève un certain nombre de problèmes. Alors, la conséquence de tout ça est que le salarié réputé autonome, par chance, n'est plus contrôlé comme par le passé. À la minute, à l'heure, c'est-à-dire avec le contremaître, la contremaîtresse qui passait derrière, dit « ça va pas, là, non. » Non, maintenant on dit « écoutez les amis, on vous demande de faire ça dans la semaine. Okay, on vous demande de faire ça dans le mois. Parfois, c'est le trimestre. » Donc, on est entré dans une logique d'objectif qui a le mérite de laisser de la marge de manœuvre, bien entendu. Mais l'inconvénient majeur, c'est qu'on ne sait jamais si on est vraiment à hauteur des résultats, sauf à la fin du mois. Et ça crée chez les salariés véritablement un stress tout à fait important dont on n'imagine pas l'ampleur. Le DRH de la CNAV déclarait récemment « On ne se base plus sur le temps, sur la présence. Faites ça dans le temps qui vous importe, soyez efficace. Mais on se base sur les objectifs, en privilégiant la responsabilité. » Bon, très bien. Le problème, c'est en effet l'incertitude qui accompagne cette stratégie. Incertitude aggravée lorsque, de surcroît, le salarié est le destinataire d'injonctions contradictoires, comme ça arrive assez souvent. La directrice de la PJJ de Paris, il y a quelques années, s'est défenestrée au palais de justice, en laissant un mot, en disant « Je ne parviens pas à atteindre les objectifs avec les moyens qui me sont reconnus, et on me demande trop de choses qui sont trop contradictoires. » Donc, injonction contradictoire. Alors, l'exemple le plus évident, c'est l'exemple des caissières de supermarché à qui on demande d'être radieuse, avenante, souriante, pleine d'attention, de délicatesse, etc. Mais pas plus de 2002 secondes par produit. Bon, alors à vous, c'est une équation à deux chiffres, à deux termes, à vous de la résoudre. C'est pas notre affaire. Voilà. Et puis cette autonomie, il faut bien dire, peut souvent se révéler en trompe-l'œil. Lorsqu'elle ne s'accompagne pas des moyens, comme je le disais à l'instant, c'est toute la question de l'empowerment, l'empouvoirage, donc l'augmentation de responsabilité pour chacun, de responsabilité effective avec des moyens, mais aussi on s'aperçoit que ces salariés autonomes restent tout de même terriblement contrôlés. Télétravail, pas de problème. On peut surveiller, bien sûr, il suffit d'un téléphoner, il suffit d'organiser une petite conf le matin, etc., pour réunir tout ce monde. Hein. Et on peut développer ce qu'on appelle le management algorithmique, à l'aide de badges sociométriques, qui consistent par exemple à calculer la vitesse parcourue par la souris dans la journée. Ça existe, il y a des logiciels pour ça. Elle dit, bon, alors, dis donc, vous avez flâné aujourd'hui, hein. Vous êtes arrêté sur la route, là.
qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et d'autres moyens de contrôle, bien sûr, qui existent, qui sont réputés discrets, mais redoutablement efficaces. Bon, ça c'est la première limite et l'effet pervers, en somme, de cette autonomisation. Le mode de travail, quant au mode de travail, on s'aperçoit que si la subordination a tendance à s'estomper, elle apparaît moins évidente et moins prégnante que par le passé, elle demeure néanmoins très active, ça rejoint ce que je disais précédemment, et en particulier en ce qui concerne tous ces salariés ces travailleurs, je devrais dire ces travailleurs, qui participent au bon fonctionnement du numérique. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le numérique contribue à la création d'emplois en grand nombre. On estime aujourd'hui à peu près 25 millions le nombre de salariés. Il pourrait passer à 40 millions, paraît-il, en 2030-35. 25 millions les salariés qui alimentent les machines et dont on a absolument besoin pour la mise au point du fonctionnement des programmes. Par exemple, on va demander à des salariés qui sont ici, mais qui peuvent être en Afrique, en Inde, au pôle Nord, on va leur demander de lire des images, de décrypter. On va leur demander de faire des travaux d'analyse de ce type que la machine, pour l'instant, ne peut pas réaliser. Et ce qui a conduit à parler, vous savez, du turc mécanique, le mechanical turk, qui est utilisé. Il y en a 500 000 comme ça chez Amazon. Pourquoi le turc mécanique? Vous savez, le turc mécanique, c'est cette invention de Vaucanson, je crois, où on voyait une machine, au XVIIIe, une machine qui donnait l'impression de fonctionner toute seule, de jouer, je crois que c'était un jeu de dames, voilà. C'est épatant, incroyable, tout le monde était évidemment éberlué. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que dans la machine, eh bien, il y avait un nain qui tirait les ficelles. Voilà. Et eh bien, aujourd'hui, le système numérique repose assez largement sur le même concept turc-mécanique, c'est-à-dire à l'intérieur, vous avez des millions de personnes qui contribuent à alimenter le fonctionnement de cette machine singulière. Voilà. Alors, il faut ajouter là aussi, c'est que tout cela contribue au développement d'un type de contrôle de plus en plus horizontal entre les contributeurs à cette tâche, qui sont mis en relation, qui sont mis en réseau, mais qui sont par là même dans une relation de contrôle mutuel, en disant attention, toi tu fais un homme à homme, tu vas pas assez vite, etc., etc. Ce qui fait parler d'ailleurs aujourd'hui des Little Brothers. Voilà, les Little Brothers. Il y a Big, il y a le Big, mais il y a les Little Brothers qui sont là pour contrôler, surveiller. Voilà. Troisième interrogation. Puisque les gens sont autonomes, peu ou prou, ils sont réputés tels en tout cas. Quel est leur statut juridique au fait? S'ils sont très autonomes, comme salariés, pourquoi ne pas envisager de les débaptiser et de les considérer comme des indépendants? Alors vous direz, quel avantage? Avantage majeur. Le Code du travail par-dessus l'épaule, aux orties, les conventions collectives aux orties, la Sécu, c'est plus mon problème, c'est à vous de vous assurer, débrouillez-vous. Et je vais vous raconter une histoire qui annonçait le phénomène Uber, avec aujourd'hui toutes les interrogations qui entourent. Vous voyez, il y a plein d'actions en justice. Et récemment, il y a quelques mois, 135 chauffeurs Uber de la région lyonnaise se sont vus reconnaître le statut de salarié, requalification de leur salaire.
Eh bien, en 1982, ou fin 81 peut-être, je commençais mes fonctions inspectorales. Pour éviter de tousser, justement, je vais prendre un peu d'eau. Et je passe à Badalec et je vois le chantier des salaisons de Talec. Ils étaient en voie d'agrandissement, etc. à Badalec. Très bien. Et je vois des individus qui sont sur des poutres à 8-10 mètres de hauteur. Je n'avais pas l'intention d'aller chez Talec ce jour-là, mais je m'arrête quand même. Je les prie de descendre, ce qu'ils font. Et donc, ils se présentent à moi, et l'inspection du travail, écoutez, voilà, j'explique machin, je suis un peu étonné quand même. Vous êtes qui monsieur l'inspecteur, nous sommes artisans. Ah, vous êtes artisan, ben alors vous pouvez vous tuer à votre compte. C'est pas mon problème. Mais enfin, c'est absurde, vous voyez, 10 mètres dessous, c'est une dalle de ciment. Si vous tombez, votre famille vous aura perdu. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est bête, c'est bête. On a eu une réaction un peu stupide, c'est vrai. Mais alors, mais qui êtes-vous? Écoutez, monsieur l'inspecteur, si vous voulez, je vais appeler mon chef d'équipe qui va vous expliquer. Nous sommes là 4 artisans, mais je vais appeler mon chef d'équipe. Alors là, j'ai des fusibles qui ont sauté. Qu'est-ce qu'un chef d'équipe d'artisans? C'était un peu comme la découverte d'une nouvelle tribu en Amazonie. Ça venait de sortir. J'étais littéralement bluffé, renversé. J'ai dit, d'accord, bon, très bien. Et ils ont parlé. Et je me suis aperçu qu'en réalité, c'était des salariés que l'employeur, à force de boniment et de pression, a fait passer sous un nouveau statut, qui était un statut d'artisan, inscrit à la Chambre des métiers, etc., etc. Et qui n'ont pas tardé à se rendre compte du bluff de l'opération. Puisque si la première année, il y avait des exonérations de cotisations sociales, à partir de la seconde, ça devenait beaucoup plus compliqué. Et pour maintenir la rémunération antérieure, il fallait travailler beaucoup plus, sans protection aucune, et on pouvait artisan, etc. Alors bon, ben, j'ai mis un PV. J'ai mis un PV en disant, monsieur le juge, le problème, c'est pas le décret de janvier 1965 sur le travail en hauteur, si, c'est un problème, bien sûr. Mais c'est ce qui précède, mes 10 pages qui précèdent, où j'essaie de vous montrer qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas des artisans, c'est un masque, c'est un escamotage. Ils sont réellement salariés. Et je donnais un certain nombre d'indices, pour moi, probants. Sauf que le jour de l'audience au tribunal correctionnel, j'ai vu débarquer mes 4 artisans avec leur ancien employeur, qui restait toujours leur donneur d'ouvrage, et donneur d'ordre d'ailleurs. Et donc, ils ont expliqué que c'est de manière tout à fait libre qu'ils étaient passés dans ce nouveau statut et qu'ils étaient contents, ils nageaient dans le bonheur, alors que la femme de l'un d'entre eux m'avait dit, s'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, allez jusqu'au bout parce qu'on ne tiendra pas avec ce nouveau régime. Voilà. Résultat, toute ma construction s'est tout simplement effondrée, relax. Mais, peu de temps après, quelques mois après, Point P, Concarneau, commissariat de police, c'est l'inspecteur, il y a un accident mortel qui vient de se produire. Bon, d'accord. Chez qui? Ah, chez Guégan, Landol. Oui, très bien, oui, je vois bien. C'est pas des salariés, c'est un artisan qui s'est dit, oui, mais bien entendu. Et donc là, les langues se sont fatalement déliées. Et on a réussi, non seulement on a réussi à obtenir la requalification, la condamnation de l'employeur, mais ce n'était pas plus important. Et l'affaire a été portée jusqu'à la Cour de cassation qui a entériné cette requalification sans trop de difficultés. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a aujourd'hui une situation
de doute, où on a affaire à des gens qui sont des chauves-souris. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils sont, c'est des souris ou c'est des oiseaux. Elles sont où? Et il faut un travail d'élucidation pour identifier la réalité de la situation. Voilà. Je conclue, hein. Il faut conclure. Oh là déjà. Ouais, voilà. La place aux questions. Oui. Alors, je dirais deux, trois petites choses. Je vais simplement mentionner. Voilà. Tout à l'heure, je parlais du nouveau social qui émerge. Et je me dis que ce nouveau social pourrait ressembler à deux choses. D'une part, le style d'intervention des coureurs du Tour de France, dans leur groupe, dans le peloton. L'idée m'en est venue à la lecture d'un livre d'un coureur excellent, d'ailleurs, du Tour de France, qui s'appelle Guillaume Martin, qu'on connaît, hein. Guillaume Martin, non, vous ne connaissez pas? Guillaume Martin, qui a fait des études de philo, mais qui avait des bonnes jambes. Je crois qu'il a fini 10e du Tour de France, etc. Guillaume Martin, et qui a écrit un bouquin intitulé Philosophie du peloton. Intéressant, Philosophie du peloton. Où il dit en substance, eh bien, c'est en mobilisant les capacités de chacun sur un mode très personnel qu'on réussit à constituer une équipe performante. On me dirait, c'est le bas. Oui, mais ce qui est intéressant là, c'est l'articulation entre l'initiative personnelle et le résultat collectif. Et tout ça s'opérant, semble-t-il, de manière assez cohérente. Le deuxième exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est celui de l'orchestre de jazz. On pourrait dire d'ailleurs l'orchestre en général, où c'est la qualité de chaque musicien qui produit l'effet collectif d'ensemble de bonne qualité. Mais dans l'orchestre de jazz, il y a quelque chose en plus qui tient à cette espèce de décalage qui se produit en cours d'exécution entre le groupe qui va accompagner plus ou moins bien, mais généralement parfaitement, le soliste qui se détache et dont on a l'impression qu'il s'émancipe en somme, il s'exprime totalement sur un mode spontané, et on a l'impression parfois qu'il cherche même à prendre en défaut le reste de l'équipe sur un mode un peu espiègle. Et tout cela finit par produire un effet collectif très saisissant. Mais je me dis, c'est ça, le nouveau collectif, tel qu'il peut émerger. On va réussir à avoir un collectif qui se nourrira directement des initiatives des individus et qui, à travers ces initiatives, parviendront à nouer un lien social donnant sa substance et sa consistance au collectif. Voilà. Alors, dernier point quand même, le statut juridique, j'en ai un peu parlé, mais il y a deux points que j'aurais souhaité évoquer. Alors, je les énonce pour que vous ne me disiez pas tout à l'heure comment, enfin, vous auriez pu parler de ci, vous auriez pu parler de ça quand même. Bon, non, je n'oublie pas. D'une part, ce que je viens de dire, là, à propos du statut, indépendant, salarié. Vous savez, je pense à ce que écrivait William Bridge, un essayiste américain, dans les années 80, où il disait « On va vers une société où il y aura peut-être 15% de salariés qui représenteront le cœur des entreprises, tout le reste autour, en satellite, en gravitation, sera fait de statuts interlopes, des statuts d'indépendants, des statuts de travailleurs à mi-temps, de travailleurs en travail précaire, mais surtout d'indépendants. Et tout cela va nous libérer plus de contrats de travail. C'est fini cette affaire, c'est aliénant, la subordination quand même. On aura en fait des relations entre des gens libres, parfaitement libres,
sauf qu'on s'aperçoit avec l'exemple que je citais tout à l'heure, que c'est de la liberté, comme disait Lacordaire, la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Voilà. Et ça donne des résultats pitoyables. Non, le deuxième point que j'aurais voulu évoquer, c'est la question du partage de la valeur. Partage de la valeur. Donc, la place, je dirais, de l'investissement salarial face à l'actionnariat, qui est une question aujourd'hui tout à fait sérieuse, bien sûr, d'autant plus sérieuse que la France est, du point de vue salarial, par rapport aux nations équivalentes, plutôt en retard. Plutôt en retard, les salaires traînent beaucoup plus qu'en Allemagne, bien sûr, et même en Scandinavie, et même en Grande-Bretagne, non, mais même que en Italie, bon, enfin non, c'est surtout l'Allemagne la référence. Donc la question qui est là posée est celle de la répartition de la richesse dans l'entreprise, qui est une clé pour l'avenir, et pas seulement sous la forme de participation et d'intéressement qui représentent tout de même la modeste somme de 16 milliards par an qui sont redistribués. Bon, c'est bien, c'est une première approche, mais il faudra aborder la question des salaires en tant que tel. Et le dernier point que j'aurais évoqué, c'est celle de l'association à la décision dans l'entreprise. Et tout là, c'est tout le débat autour de Marie-Lise Léon. Non, c'est pas autour de Marie-Lise Léon, mais c'est autour du thème qu'elle a abordé récemment dans Le Monde. Redonner du pouvoir aux salariés, c'est Laurent Berger, c'est Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, qui disent, enfin en substance, encore que la CGT soit là-dessus un peu prudente, comme souvent avec FO, on n'aime pas trop l'engagement des salariés, l'implication dans la décision. On préfère garder une attitude un peu extérieure, permettant de critiquer plus facilement, plus aisément. Mais en tout cas, la question est posée de la codétermination. La codétermination dans l'entreprise, qui est en marche d'une certaine façon depuis la loi Rebsamen de 2013, mais qui demande à aboutir dans de plus amples proportions. La question donc de la participation à la décision, et les salariés, 72% des salariés le réclament. 72%. Alors, on me dirait, ils le réclament, est-ce qu'ils s'impliqueraient pour autant dans la décision de l'entreprise, dans la vie décisionnaire en ce moment? C'est une autre histoire, que l'histoire le montrera. Voilà, chers amis, quelques idées que je voulais partager avec vous. Je dirais simplement, pour conclure, qu'on est là dans une situation contrastée vis-à-vis du travail. Et j'invoquerai Voltaire qui disait « L'homme n'est pas fait pour le travail. La preuve, ça le fatigue. » Bon, on prend ça en compte. Plus récemment, et nettement plus récemment, Raphaël Liogier, avec qui j'ai eu l'occasion d'intervenir à Nantes, disait « Le vrai progrès social, c'est d'en finir avec le travail. » D'autre part, la position de Laurent Berger, que je rapporte, il suffirait de peu pour que le travail redevienne ce qu'il devrait être, un vecteur d'émancipation, de transformation, un levier agissant sur la société tout entière. Il suffirait de peu. Ça, c'est pas si sûr. Il est très optimiste, et il a bien raison. Optimisme de volonté, pessimisme de raison, par ailleurs, parfois. Mais en tout cas, je crois que cette seconde voie est celle qui me paraît la mieux ajustée à la situation. Merci.